d'abord, je voudrais remercier les organisateurs qui m'ont invité. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Et puis, ça va me ramener quelques années en arrière quand même, puisque Lucie était au centre de ma première thèse. Et donc, j'ai commencé ma carrière avec Lucie. Et grâce à un monsieur que vous avez devant les yeux ici, alors la photo est peut-être pas tout à fait raccord, mais enfin, vous avez tous reconnu professeur Yves Coppens. Et c'est vrai qu'on a baigné dans l'atmosphère de Lucie dans tout le début de ma carrière. Donc aujourd'hui, on fête un anniversaire qui est un anniversaire important parce que Lucie, elle a marqué non seulement la vie du public par la médiatisation, mais la vie des chercheurs. On ne peut pas rester de marbre quand on parle de Lucie parce que pour nous, on a vécu le début de sa médiatisation et c'était énorme pour nous. Il faut savoir qu'au moment où on a trouvé Lucie, eh bien, on ne connaissait rien en squelette complet dans des périodes aussi anciennes. Il fallait descendre chez les monter chez les Néandertaliens à près de 50 000 ans à l'époque. Donc ça voulait dire qu'on étudiait principalement les crânes et les dents qui étaient des parties nobles. Tout le monde se jetait là-dessus. Puis il y avait quelques rebelles qui se sont lancés sur le squelette. Et je me souviens très bien de la première fois où j'ai rencontré Yves Coppens, où j'étais étudiante en géologie, je terminais ma maîtrise de géologie à Jussieu, et il est venu faire une conférence aux étudiants. Et il nous a beaucoup parlé des dents, il nous a parlé des outils, il nous a parlé de beaucoup de choses, et il nous a dit « elle est bipède, point barre ». Alors je lui ai dit « mais ça va pas, il doit y avoir d'autres choses ». Alors je suis allée le voir après, je dis « mais ils n'avaient pas de squelette ces gens-là ?» Et il me dit « ça vous intéresse ?»« Ah bah oui, eh bien venez me voir ». Et c'est comme ça qu'on a fait affaire et que grâce à Yves Coppens, je suis là aujourd'hui. J'aurais jamais fait le métier, enfin j'aurais peut-être fait de manière différente. En tout cas, c'est grâce à lui que je suis là et je lui dois énormément. Alors il n'y a pas qu'à lui, il y a eu 3 hommes et un bébé, pardon, excusez-moi. 3 hommes qui se sont partagés un squelette. Donc Yves Coppens, ici. Bon, alors j'ai encore pas dû prendre le bon. En fait, ils ont vidé le... Non. C'est studio. Oui, c'est studio, je suis d'accord. Ah oui, ben, le chat noir est arrivé, donc ça va marcher beaucoup moins bien, c'est moi qui vous le dis. Et là oui, voilà, ça marche. Et donc, ah ben oui, je peux pas parce que je suis pas sur la bonne photo, moi. Non, c'est pas grave. Donc à gauche, vous avez reconnu Yves Coppens, enfin à côté de Lucie quand même. Et puis Maurice Taguel et Don Johansson. Et j'avoue que ces 3 messieurs, c'était des gens d'une certaine génération, mais qui avaient la générosité du cœur, de la générosité scientifique, et ils ont accepté que je fasse ma première thèse sur Lucie. Donc pour moi, ça a été un grand bonheur, une grande aventure et un grand défi. Je ne suis jamais allée dans la Far et Maurice m'avait demandé en 82 si je voulais y partir puisqu'il cherchait quelqu'un pour faire le suivi des équipes françaises. Alors moi j'étais partante évidemment, sauf que les Éthiopiens ils ont commencé à faire des problèmes politiques et du coup tout s'est arrêté l'année où j'étais censée y partir. Donc je ne suis jamais allée en Éthiopie mais je suis allée ailleurs. Donc quand même je leur dois énormément à ces 3 messieurs et je leur remercie de manière dont vous ne pouvez même pas supposer la limite. Alors, décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, on va essayer l'ordinateur. Peut-être que j'aurai plus de chance sur l'ordinateur, mais je n'ai pas accès à l'ordinateur. Si. Voilà. Eh bien, ça ne marche pas mieux. Ah là, c'est pas possible. Ah non, mais quand j'ai pas de feeling avec les ordinateurs. Je touche plus à rien. Je pense qu'on doit pouvoir aller au suivant. Non. Bon. C'est parce que vous êtes sur le mode qui n'est pas projeté. Regardez Brigitte. Donc après, il faut aller sur la diapo. D'accord. Ouais, je vais sur la diapo. On va faire diapo par diapo. Il y a que des solutions, je vous ai dit. Sauf qu'il faut que j'arrive à mettre la souris dessus. C'est ça. Oh purée, c'est pas vrai. Je voulais pas ça si vous voulez, non? Pardon? Je voulais pas ça. Ah ben je veux bien. Je suis désolée. Asseyez-vous quand même. Donc j'ai eu la chance de travailler sur le squelette post-crânien, comme on le dit, de Lucie et de tous les australopithèques, mais qui étaient connus à l'époque. Donc ça en fait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais quand même j'avais un certain nombre d'os. Bon, alors, je sais pas. Je pense que là c'est au niveau de la régie. Hein.
Il va arriver. Oui, oui, je sens. Ouais. Mais je suis lanceuse d'alerte pour les problèmes d'ordinateur, alors je vous assure, quand on n'a pas la... Non, puis même, je pense qu'il est complètement déchargé, celui-là. Il ne faudra pas oublier votre clé aussi. Hein. Ah oui, oui. Non, il ne veut rien faire. Alors, Ah, donc ça c'est bien alors. bon, alors ça remarche. Donc c'est celui du milieu. Voilà. Bah oui, c'est celui du milieu, oui, oui. Pour avancer, là, pour reculer. Et Oui. le pointeur. C'est tout en haut. Eh bien, il n'a pas voulu marcher avec moi, alors Il faut y aller peut-être un je vais me réchauffer les doigts, alors. D'accord. peu fort. Excusez-moi, on va y arriver. La situation est grave, mais pas désespérée. Voilà, donc Lucie, elle était trouvée évidemment à Hadar, comme vous le savez, et c'est un squelette de 52 spécimens, et qui donc a l'avantage de présenter à la fois le membre supérieur, une partie du membre inférieur, la colonne vertébrale et un peu de la tête. Mais pour nous qui travaillons sur la... Oui, ben il ne veut pas. Ah, j'ai plus rien. Tout s'est éteint. Plus rien du tout. Bon, on va peut-être le relancer. Ah non, il ne veut pas. Plus rien. Je n'ai plus rien du tout. Oui, finalement. Ben, je suis désolée. Non, non, on va remettre là. Déjà, on va remettre la chose. Là. Hop. Il n'en veut pas. Ah voilà, Il faut tout relancer. c'est celui-là. Donc, on avait le membre supérieur, le membre inférieur, et on pouvait donc, pour la première fois, calculer des proportions du corps, voir comment... C'était celle-là, c'était celle-là. C'était celle-là. Oui, qui était... Voilà, cliquez ici, vous voyez, elle est bien là. D'accord. Mais elle n'est plus là. D'accord, là, il faut que j'y bascule. Pour voir si je le capte là-haut. Et donc, on avait aussi le bassin. Donc, on pouvait voir comment marchait, si elle marchait, Lucie. On pouvait le voir comment elle se déplaçait, si éventuellement elle se déplaçait dans les arbres, pas dans les arbres. Et donc, on en était là à l'époque. Alors, tous les travaux qui étaient faits à l'époque, merci. Et je vais pouvoir avancer ? Je vais essayer. Et tous les travaux qui étaient faits à l'époque disaient que globalement, les australopithèques étaient bipèdes, et puis on s'arrêtait là. Et j'avais même lu des papiers sur des australopithèques sud-africains qui disaient, comme le membre inférieur est un membre inférieur de bipède, le membre supérieur, ça doit être aussi un membre supérieur de bipède. Et on n'avait pas été plus loin. Alors j'ai commencé mon travail de thèse par le membre supérieur et ma collègue et amie Christine Tardieu, elle a travaillé sur le membre inférieur un peu après. Et on a eu la grande chance, en tout cas le grand bonheur, d'arriver à des résultats similaires qui ont été très critiqués, mais ça c'était normal, on en parlera après. Alors je vais essayer d'avancer. Et c'est là que tout... Bon alors non, on oublie là. Rien à faire, hein. Il n'y a vraiment rien à faire. Il ne veut pas. Ni à la... J'ai pas... Ah, bah dites donc. La réponse n'est pas rapide. Hein. Et donc, j'ai commencé par l'épaule, j'ai continué par le coude, et puis, comme vous l'avez vu tout à l'heure quand on vous l'a présenté, il y avait très peu de la main. Il y avait juste un os du poignet et juste une phalange. Donc, j'ai laissé tomber parce que ça faisait beaucoup de travail de comparaison pour finalement très peu de choses, alors que j'avais beaucoup de données par ailleurs. Alors, cette étude, je ne l'ai faite pas exclusivement sur le fossile, mais je l'ai faite sur des centaines d'os actuels, de mâles et de femelles, pour avoir la variation, la variabilité des caractères. Et je l'ai fait non seulement sur l'homme, mais sur des grands singes actuels, qu'ils soient africains ou asiatiques, et sur tout un tas de primates du monde entier. Donc j'avais 300 ou 400 spécimens de comparaison, et ça me donnait une idée de la variation. Car très souvent, en paléontologie, vous avez un os, mais vous n'avez pas de population. Donc il était important de pouvoir voir comment ça se passait chez l'homme actuel pour essayer de trouver, au moins de tirer des hypothèses qui permettaient de mieux interpréter le fossile. Alors, à la différence de tout ce qu'on racontait, je me suis aperçue que l'épaule, alors ici c'est l'omoplate qu'on a ici, que l'omoplate de Lucie, elle ne regardait pas
vers l'extérieur comme chez l'homme, mais vers le haut. On mesure tout, alors j'ai mis qu'un angle là, mais on mesurait tout un tas de choses, et on s'apercevait qu'elle était habilitée par l'insertion musculaire, par les angulations, à faire des mouvements qu'on appelle d'abduction, c'est-à-dire qu'on va lancer le bras à l'extérieur et vers le haut. Et il était tout à fait apte à faire ça, alors que nous, on le fait, mais pas de manière permanente. Ce qui fait que vos articulations de l'épaule, elles ne sont pas orientées vers le haut, elles sont orientées plutôt vers le côté. Alors déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que je me dis, là, il y a un truc, il faut aller voir ce qui se passe avec l'humérus. Alors ce que j'ai fait, ce que je vais essayer de faire, si les dieux sont avec moi, mais les dieux ordinateurs, on est fâchés, hein, ça c'est clair. Oui, on est complètement fâchés là d'ailleurs. Bon, peut-être là, j'aurais peut-être plus de chance. C'est bon, j'appuie dessus, hein, je ne peux pas mieux faire, je vais passer à travers, ça continue. Ah, il faut peut-être... D'accord, peut-être donner un coup sec. Et donc, l'épaule, l'omoplate, elle s'articule avec la partie supérieure de l'humérus ici. Et la qualité, enfin disons, la caractère important de tous les hominoïdes, alors j'appelle hominoïdes les grands singes et l'homme aujourd'hui, et dans le passé c'était la même chose. Et tous ces grands singes et ces hommes actuels ont une tête humérale qui est arrondie. Donc elle va tourner pour faire des mouvements dans tous les sens de l'espace. Eh bien, on l'a chez l'homme, on l'a bien sûr chez le orang-outan, chez le gorille, chez le chimpanzé, chez le gibbon. Mais le gibbon, c'est un petit singe qui a besoin de faire des mouvements dans tous les sens de l'espace. Donc, c'est un hominoïde également, de petite taille. Et on a ce caractère également chez Lucie. Donc, Lucie était capable de faire des mouvements dans tous les sens de l'espace. Mais à la différence de l'homme, alors là, j'ai mis d'autres pareils, d'autres singes, dont des babouins qui, eux, ont des têtes plus plates, plus allongées. Et le babouin, il marche à quatre pattes dans un sens antéro-postérieur. Il ne fait pas tout ça avec sa main. C'est un quadrupède au sol. Et à la différence de l'homme, Lucie avait bien cette petite encoche ici, mais elle était plus profonde et plus étroite, un peu comme chez le chimpanzé. Et en regardant ça de plus près, j'ai trouvé la même chose chez des australopithèques sud-africains. Et cette petite encoche, eh bien, elle est liée à la position du biceps. Le biceps rentre dans cette encoche et il est protégé par le fait que cette encoche soit profonde. Et du coup, quand dans ces mouvements de flexion, eh bien, c'est extrêmement bien calé. Et quand vous grimpez aux arbres, ce qui est le cas des chimpanzés, et des gibbons également, vous avez le même caractère chez le gibbon. On voit ici cette encoche très profonde là, chez le gibbon, le petit à droite en bas, là. Eh bien, ça permet de bien caler l'articulation et d'éviter une dislocation quand vous déplacez dans les arbres. Eh bien, ce caractère, on l'a chez le chimpanzé et on l'a aussi chez Lucie. Donc, Lucie, elle avait un caractère qu'on trouve chez des animaux arboricoles qui grimpent ou qui se suspendent. Donc ça, c'était un caractère important puisque ça n'avait pas été décrit à l'époque où on disait que ça faisait partie de la variation, mais on n'allait pas plus loin. Et je suis venue à m'intéresser à la partie du coude. Et sur le coude, même chose. Alors en haut, il y a un chimpanzé et un homme. À gauche, sur chaque paire, à gauche c'est l'homme, à droite c'est le chimpanzé. Et à gauche c'est l'homme pour la partie gauche, et à droite c'est l'homme pour la partie droite. Ah oui, il faut absolument que je récupère la souris. Ah ben non, c'est pas possible. Ah non, mais je vous assure, c'est pas possible ça. Voilà. Bon, alors peut-être que le pointeur, il va marcher. Oui. Ici, c'est un homme, et ça, c'est un chimpanzé. Et un caractère important de différence, c'est cette crête très, très, très marquée, et cette sorte de bobine au niveau de l'articulation. C'est lié à bien insérer votre cubitus dans l'articulation, et quand vous grimpez aux arbres, ou que vous vous suspendez, ça évite la dislocation de l'articulation. Et bingo, chez Lucie, on avait exactement la même chose. On avait cette crête ici, bien marquée au milieu, ici, là, qui ressemblait beaucoup plus au chimpanzé. Donc deux choses, elle était bien stabilisée pour un grimpé, à la fois sur l'épaule et sur le coude. Et quand on regardait la partie postérieure de l'os, là, on avait quelque chose d'un peu différent,
Alors je vais faire attention, peut-être qu'il va pouvoir répondre. Chez l'homme, ah oui, ça marche mieux, là, elle a repris un peu d'énergie. On a ici une fosse pour le cubitus qui est assez large, pas très profonde, alors que chez le chimpanzé, c'est profond avec une crête. Eh bien, chez Lucie, pour ce caractère, eh bien, ici, on a une fosse pas très profonde. Tu veux descendre? Voilà. Et pas de crête. Or, ça, quand la crête, elle existe, on l'a chez les animaux plutôt quadrupèdes. Vous prenez un babouin, un éléphant, une gazelle, cette crête, elle est là. Ce sont des animaux qui marchent à quatre pattes. Et en marchant à quatre pattes, il ne faut pas disloquer l'articulation. Donc, Lucie, elle pouvait grimper, mais elle ne marchait pas à quatre pattes. Donc, ça a été une démonstration à l'époque qui a permis de montrer que, bien que bipède, puisqu'on le savait par le bassin et par la jambe, mais on va y venir tout de suite, eh bien, elle avait encore des possibilités de vie arboricole. Alors, ça a été un peu un scandale à l'époque, puisque là, je me suis heurtée à un establishment américain, et je me souviens d'un congrès à New York où je venais présenter les résultats de l'équipe Coppens. Coppens m'avait demandé d'y aller, et pour présenter tous ces résultats sur l'humérus et les membres inférieurs, enfin sur le coude, l'épaule et les membres inférieurs. Et à la fin de ma communication, un collègue américain que je ne citerai pas parce qu'il est encore en vie, s'est levé il m'a dit « You are an heretic ». Vous vous sentez seul. Il y a eu un grand moment de solitude sur l'estrade de l'American Museum, 400 scientifiques de top niveau. Moi, ça faisait 1 an que j'étais en poste et je vais traiter d'hérétique devant tout le monde. Et je peux vous dire que ça a été un grand moment. Et ça a été très critiqué par les équipes de Berkeley qui, eux, écrivaient partout que Lucie marchait, courait comme vous et moi. Or, il fallait expliquer ses caractères. Et donc là, on a eu quand même quelques soucis. Mais petit à petit, il y a des choses qui sont arrivées qui ont apporté de l'eau. Il faut y aller fort, hein, au moulin. Et notamment les travaux sur le bassin. Alors ça a été une reconstitution qui a été faite par Lovejoy aux États-Unis. Et en haut, vous avez l'homme, en H, oui, bah H c'est l'homme, C c'est le chimpanzé, et A l'australopithèque. Et il dit, c'est un bassin large comme l'homme, court comme l'homme, donc c'est un bipède. Quand vous regardez dans le détail, c'est effectivement large, court, mais ce n'est pas tout à fait comme chez l'homme. Et là, on a commencé à rhabiller le squelette avec les muscles, notamment les muscles du dos, et on s'est aperçu que sur les muscles du dos, le muscle, là, on appelle de manière barbare le grand dorsal, qui vient du haut du bassin, qui va jusqu'à la base de votre omoplate. Quelquefois, vous avez mal dans le dos, ça tire, vous êtes resté trop longtemps assis, c'est votre grand dorsal qui vous travaille. Mais c'est un muscle qui est très important pour grimper. Et chez les chimpanzés, il a une grande masse ici, très forte. Chez l'homme, c'est beaucoup plus... je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Et que chez l'homme, il fait une masse relativement réduite. Chez le chimpanzé, il va avoir une zone d'insertion qui est beaucoup plus grande. Et du coup, on sait que le chimpanzé, il grimpe, donc il va élever son membre supérieur, et ce muscle va permettre de le solidifier en quelque sorte lors des mouvements de grimper. Alors, ceci étant été intéressant parce que Lucie, elle n'était pas tout à fait chimpanzé, elle n'était pas tout à fait homme, elle était un peu intermédiaire. Elle n'était pas bonne grimpeuse comme le chimpanzé, mais elle était meilleure grimpeuse que l'homme. C'est un mouvement qu'elle faisait plus fréquemment. Après le bassin, alors le bassin, on vient de le voir, donc un chimpanzé à gauche, l'homme à droite. Après, on avait le fémur. Et le fémur, chez les grands singes et chez les singes en général, il est droit. Chez l'homme, il est incliné. En fait, l'homme est le seul primate qui peut toucher les genoux. Le chimpanzé, il a ou le gorille, ou l'orang-outan, ont leur fémur droit, ce qui fait que vous pouvez prendre une ligne et marcher sur quand vous n'avez pas bu, marcher sur la même ligne en croisant les pas. Un chimpanzé, il n'est pas capable. Le chimpanzé, il a les fémurs parallèles, et lui, il est obligé de marcher comme ça pour rester le long de la même ligne. Eh bien, Lucie, pour ce caractère, ressemblait à l'homme. Elle avait un fémur incliné. Donc la bipédie de Lucie était bien là. Mais elle n'était pas tout à fait comme chez l'homme. Et ça, on l'a vu, c'est Christine d'ailleurs qui l'a vu, Christine Tardieu, c'est quand on met l'os qu'on le regarde par sa face inférieure. L'homme a une forme carrée, avec une crête marquée
pour la stabilisation du tibia. Chez les chimpanzés, tout ça c'est très plat et on ne solidifie pas le genou. Et la partie où le tibia s'insère ici très large et basse, alors qu'elle était très courte, elle était très étroite et très haute chez l'homme. Et qu'est-ce que reçoit cette partie-là? Elle reçoit les épines tibiales. Donc plus c'est profond et étroit, vous allez solidifier votre genou, et moins c'est profond et plus c'est large, vous n'allez pas stabiliser votre genou. Et quand vous grimpez aux arbres, notamment les chimpanzés, ils utilisent leur membre inférieur pour aller saisir des branches. Du coup, ils ont besoin d'une certaine flexibilité au niveau du genou. Alors Lucie, au milieu, elle est un peu intermédiaire. Elle n'a pas cette grande encoche, mais elle est stabilisée au sommet du genou. Donc encore une fois, c'était une bipède, mais pas une bipède exactement comme nous. Ah oui, non, c'est ça. Alors, quand on regarde le fémur maintenant, alors j'ai un peu triché là, je vous l'avoue, j'ai mis l'Aurorine qu'on a trouvé au Kenya parce que pour ce caractère, il est très humain et je trouvais que les photos étaient meilleures. Ça, c'est Lucie, ça, c'est l'homme. Enfin, c'est Aurorine, mais il a d'une morphologie plus humaine que Lucie. Et comme tous les hommes, il a une tête fémorale, donc qui rentre dans le bassin ici, qui est légèrement orientée vers l'arrière, vers l'avant, pardon. Alors que Lucie a une tête fémorale orientée légèrement vers l'arrière. Ça veut dire que Lucie, elle marchait avec un bassin basculé. Au lieu d'avoir une position droite du bassin, elle avait un bassin légèrement projeté vers l'arrière. Donc ça, c'est important au niveau locomoteur. Et enfin, un caractère qui est vraiment très important dans notre domaine, on l'a observé aussi chez les gorilles, mais de manière tout à fait occasionnelle, donc c'est certainement pas la même fonction. Quand vous regardez votre col fémoral, le fémur, il a un col. Alors, il est très long chez l'homme. Il est plutôt long chez l'homme. Aïe, ça marche plus. Si, c'est bon. Il est plutôt long et pas très échancré, alors que chez le chimpanzé, il est très étroit et très échancré. Et ce qui est important là, c'est que le col fémoral, quand vous faites des coupes, l'os épais, maintenant il marche tout seul. Voilà. L'os épais est à la base du col. Vous savez qu'il y a dans l'os, il y a de l'os cortical qui est très dur et de l'os spongieux qui est beaucoup plus friable, qu'adorent d'ailleurs les carnivores. C'est pour ça que souvent ils mangent la partie externe là, parce que c'est plein d'os spongieux, et c'est très goûteux pour un carnivore. Eh bien, sur le col fémoral, vous avez la partie inférieure du col qui est renforcée chez l'homme, donc avec une corticale qui est très épaisse à la base, très fine au sommet, et chez Lucie, on avait aussi une épaisseur corticale très épaisse à la base, très fine au sommet. Et chez le chimpanzé, c'est quasiment partout pareil. Et ça fait sens, puisque l'homme, quand il marche, il faut qu'il porte le poids du corps. Et en portant le poids du corps, il faut renforcer l'arche de l'os. C'est comme quand vous construisez un pont, on ne met jamais des piliers avec un tablier, on met des arches pour renforcer le pont. C'est exactement la même chose chez l'homme quand vous marchez sur deux pattes. Et quand vous avez des problèmes d'ostéoporose, où la corticale elle commence à s'effriter, il suffit que vous cogniez pour casser votre col fémoral. Alors les chimpanzés, eux, ils ne portent pas en permanence le poids du corps, puisqu'ils sont en principe à quatre pattes, enfin plutôt à quatre pattes, ou quand ils grimpent en utilisant les branches. Donc ils portent, je ne dirais pas jamais, mais plus rarement, le poids du corps en totalité sur leur membre inférieur. Eh bien, ce caractère, on l'a chez Lucie. Donc Lucie était bipède, elle portait le poids de son corps sur le membre inférieur. Donc elle était bien bipède. Mais toutefois, elle gardait des habilités au grimper. Alors là, c'est un travail qui a été fait par un de mes collègues de Zurich, Peter Schmid, en 1982. Il avait reconstitué le squelette de Lucie. Et ce squelette reconstitué était intéressant
parce qu'il a montré, lui, il a travaillé sur les côtes. Et il a montré que les côtes, finalement, quand on reconstituait la cage thoracique, elle n'avait pas la même morphologie que la cage thoracique de l'homme. Elle était beaucoup plus en forme de cône, plutôt qu'en forme de tonneau. Alors, dans son papier initial, il dit en tonneau de bière. Je ne sais pas s'il y a une grande différence entre tonneau de bière et tonneau de vin. Enfin, pour moi, c'est un tonneau. Et elle est beaucoup plus conique, avec des insertions musculaires qui sont un peu différentes entre le chimpanzé et l'homme. Et là, vous avez à gauche le chimpanzé et à droite l'homme qui a été réhabillé. Et tous les muscles liés au grimpé sont plus développés chez les chimpanzés, et les muscles liés à la bipédie, comme votre fessier, ici, qui s'insère sur le bassin, qui descend très loin ici sur le fémur, sont plus développés chez l'homme. En fait, la différence entre l'homme et le chimpanzé, c'est la fesse. Ici, vous avez des muscles très importants, très, très, très massifs, qui vont vous permettre de redresser le bassin et de marcher sur deux pattes. Donc, il a montré, lui, à partir des côtes, que Lucie n'était pas un chimpanzé, n'était pas un homme, mais elle avait une cage thoracique qui était un peu plus de morphologie plus proche du chimpanzé, adaptée au grimpé. Donc tout ça, c'était intéressant parce que ça nous montrait qu'il y avait une sorte de dualité. Je ne sais plus qui ce matin a parlé de mosaïque en parlant du squelette ce matin, mais c'est vrai, c'était une vraie mosaïque. Alors, on a été sauvés des eaux, pas grâce à Moïse, mais grâce à Jack Stern et son équipe à Stony Brook aux États-Unis, parce qu'ils ont travaillé, vu le débat international que nous avons malheureusement lancé, mais heureusement aussi, puisque la science est un débat, eh bien, ils ont repris l'étude de tous les os avec des méthodes différentes de biomécaniciens. C'était plus seulement de l'anatomie fonctionnelle, on allait faire parler les os à partir des angulations, à partir des corticales, etc. Et ils sont arrivés, d'abord ils ont été très honnêtes, ils ont cité tous nos travaux, ça c'est rare dans le monde américain, je dois dire, mais en plus ils sont arrivés à des solutions relativement proches, des conclusions relativement proches, et eux voyaient aussi qu'il y avait des différences entre Lucie, les chimpanzés et l'homme. Mais pour eux, comme ils voulaient avoir accès au matériel, ils n'ont pas osé dire qu'il y avait vraiment deux choses différentes. Ils ont dit « Ah, bah, c'est parce qu'il y a des mâles qui sont différents des femelles ». Je l'entends. Les insertions musculaires sont toujours plus marquées chez les mâles et les femelles. Mais après les centaines de squelettes que j'ai étudiés, une articulation mécanique, elle ne varie pas en morphologie entre le mâle et la femelle. C'est seulement la puissance de l'articulation qui change. Donc, ils nous ont beaucoup défendus et du coup, ils ont lancé aux États-Unis cette idée d'un être arboricole et bipède à la fois. Et c'est devenu une idée américaine. Dès 1984, les ouvrages sur l'anatomie des primates pour les enseignements de primatologie mettaient Lucie et les Australopithèques afarensis dans les arbres. Donc Lucie, aujourd'hui, alors c'est discuté encore sur certains caractères aujourd'hui, puisque on dit quelquefois, votre caractère, il existe chez 500 hommes actuels. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les Australopithèques ont ces caractères. Donc ça veut dire que c'était vraiment les caractères communs à l'époque, alors qu'aujourd'hui, c'est rarissime. Ça veut donc dire qu'il y a peut-être des réapparitions de caractères ataviques au moment de la reproduction. Et ça, c'est des choses qu'on a encore du mal à démêler. Mais globalement, tous les travaux que j'ai vus sortir, parce que je travaille sur des choses très différentes aujourd'hui, toutes les choses que j'ai vues sortir récemment montrent bien cette dualité de locomotion. Alors, même chose, ça, ils ont pris tous les os du squelette, donc c'est Jack Stern et son équipe, en 2000. Et Jack a fait son testament à ce moment-là, puisqu'il partait à la retraite. Il a dit finalement, je ne peux pas dire s'ils sont plus arboricoles et comment ils sont arboricoles, mais ils sont différents de l'homme. Voilà, donc il a essayé de se mettre d'accord à peu près avec tout le monde. Mais c'est une très belle étude et il y a beaucoup de données qui montrent dedans que Lucie, même si elle marchait comme nous, ne marchait pas comme nous. Et donc un certain nombre de chercheurs de par le monde estiment que c'est lié à des problèmes d'arboricolie. Ce qui fait sens également, alors voilà la reconstitution américaine qui a été publiée dans le National Geographic je dis bien, donc ils l'ont mis bipède, courant. Alors j'ai essayé une fois avec des étudiantes de les faire mettre dans la même position et j'ai dit maintenant vous allez courir.
eh bien, il ne court pas, il se casse la figure. Parce qu'en positionnant les bras et les jambes de cette manière, vous ne tenez pas sur 10 mètres. Donc ça, c'était intéressant, et c'était aussi une démonstration par le toucher, là, pour le coup. Alors, dans les choses qui ne fâchent pas, l'enfant de Dikika, qui a été trouvé par Alem Seged, Sarah et Alem Seged, qui étaient nos anciens étudiants à Paris. Sarah, je suis très fière de lui parce qu'il a lancé ses propres projets en Éthiopie, donc c'est important. Et il a trouvé le bébé de Dika, la petite fille de Dikika. Et Dikika, le bébé de Dikika, avait déjà dans ses caractères du squelette ce qu'il a défendu comme des caractères d'adaptation au grimpé. Donc ça veut dire que même à l'état de petit, puisqu'elle a 4 ans environ, 3 ans et demi, 4 ans, eh bien déjà ces caractères sont présents chez le petit. Donc ce sont des bons caractères d'Australopithèque. Alors il a particulièrement étudié l'omoplate, qui est assez bien conservé. Et cette omoplate assez bien conservée, au départ, il a dit que ça ressemblait plus à l'homme. Mais il n'avait pas, à mon avis, pris les bons caractères, les bons spécimens de comparaison. Et je lui ai écrit, quand j'ai eu son papier, je dis, tu devrais regarder chez les orang-outans, qui sont des grimpeurs lents, qui ressemblent beaucoup à l'homme, ce que ça donne. Et il l'a fait. Et sa conclusion, c'était de dire, finalement, c'est bien des caractères d'arboricolis, pas tout à fait humains. Et ça a été très réconfortant pour moi. Et voilà, donc ici, vous avez du chimpanzé, du gorille, et ici, vous avez un bébé gorille. Et là, quand il a pris le bébé de Dikika, c'est sûr que l'omoplate, elle a une forme un peu ressemblant au gorille, mais si on prend l'orang-outan, un grimpeur lent, c'est encore plus proche. Donc là, ça donne des indications chez l'enfant, au niveau de la croissance, de similitudes au niveau de la croissance. Alors, les traces de pas de Lightoli, parce que Lightoli, c'est un débat qui dure depuis des années et des années. Est-ce que Lightoli est un Est-ce qui a marché à Lightoli? Alors, à Lightoli, en 1978, Mary Leakey et son équipe vont découvrir des traces de pas, où ce sont des traces de pas de plein d'animaux, et puis il y a des traces de pas humaines. Alors, il y a plusieurs sites. Alors, il y a le site qui a été le plus prometteur, qui est le premier sur lequel ils ont travaillé, traces de pas que vous avez devant les yeux. Et puis, il y en a un autre où ils ont vu des traces de pas un peu différentes et qui ont été attribuées par certains à des ours. On connaît à cette époque un ours fossile qui s'appelle l'Agriotherium. Et j'avoue, quand j'ai vu les traces de pas, moi, ça me rappelait assez ce qu'on connaît chez les ours. Sauf qu'on ne connaît pas d'Agriotherium à Lightoli. Donc, ça pose un autre problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne serait conservé que par ces traces de pas, mais il y a un problème. Donc, on y viendra après, parce qu'on a fait des découvertes plus récentes. Donc, pendant longtemps, on est resté sur ces comparaisons d'un pied d'homme et d'une des plus belles empreintes de Lightoli. Alors, on voit, comme chez l'homme, des zones de pression au sol, ces zones rouges. Allez. Voilà. Les zones de pression, vous avez sous le gros orteil, au milieu du pied et sur le talon. Ça fait sens. Quand vous marchez, vous mettez le talon, vous posez la plante et vous sortez votre pied sur le gros orteil. Le chimpanzé, il prend le talon et puis il prend sur le côté, parce que le chimpanzé, il n'a qu'une arche au pied. Donc il ne peut marcher que comme ça. Il ne peut pas marcher avec le pied à plat. Et la structure ressemble globalement à l'homme. Mais il y a ici cet écartement entre le premier orteil, et les autres orteils. Et tout le monde a dit, il avait un pied préhensile comme le chimpanzé. Que nenni. Et là, la réponse, je l'ai eue par hasard. Ah oui, non, il faut que j'aille là. Je l'ai eue par hasard. Ça, c'est une photo générale des empreintes, vous voyez. Alors ici, il y a un calicotère, c'est une sorte de périssodactyle. Il y a des cercopithèques, il y a des bovidés, des gazelles, il y a des irax, il y a plein de... C'est très, très diversifié. Il y a des oiseaux, il y a des éléphants. C'est vraiment très diversifié. Et puis, il y a ces empreintes. Et alors, moi, je travaille dans les dunes du Namibe, puisque je fais de la paléontologie du Namibe en Namibie. Et je suis tombée une année où il avait beaucoup plu, les dunes étaient en eau. Donc j'ai vu les grandes dunes de Sossusvlei sous l'eau.
Et il y a des endroits entre les dunes qui sont des endroits plus boueux, ce qu'on appelle les pannes interdunaires. Et dans ce panne, j'ai vu une trace de pas. Alors c'était génial. D'abord, il y avait un super-homme. L'empreinte, comme on n'en rêve plus. Alors je suis désolée pour les... Je n'avais pas l'appareil photo qu'il fallait, mais on voit bien la forme. Tous les orteils collés, la zone de pression du talon, la zone de pression centrale et celle qui est sous le gros orteil. Mais cet homme, à un moment, il a glissé dans la boue. Et d'un seul coup, ses orteils se sont allongés, parce qu'il y a la trace de glissade. Et le gros orteil, il est un peu divergent, parce que instinctivement, on crispe les orteils pour se retenir. C'est ce que vous faites sur une plage, en général, quand ça devient très, très instable. Un peu plus loin, c'est la même empreinte, hein, c'est la même piste d'empreinte. Et en haut, d'un seul coup, je ne vois pas ce que je fais. Faut pas que je recule de trop, sinon je vais me retrouver assise. Non, il ne veut pas. Là, il ne veut pas. Il ne veut pas. Bon. Oh, mais c'est pas possible. Alors, est-ce qu'il va le faire, là? Non, j'ai perdu la... Ah, il ne fait plus rien. Bon. Ben, sur l'empreinte de pas qui est en haut, on voit un gros orteil qui est légèrement séparé des autres orteils. Et comme ça a été érodé, ben, c'est une empreinte qui ressemble fort à celle de Lightly. Et c'est un homme moderne. Et c'est pour ça que j'ai écrit très tôt que je ne pouvais pas, dans l'état actuel de mes connaissances, confirmer que c'était un australopithèque. Ça pouvait être peut-être autre chose, peut-être un homme plus avancé, peut-être un autre hominidé. Moi, je ne suis pas convaincue que ce soit à 100% un australopithèque. Alors on me dira, c'est très ancien. Ben oui, mais depuis, on a retravaillé sur les anciennes empreintes qui avaient été laissées de côté parce qu'elles n'étaient pas belles. Et là, Eureka, on a trouvé une autre piste d'empreintes, beaucoup plus grande. Et là, pour le coup, c'est intéressant parce que ça ressemble à un hominidé, mais c'est visiblement pas de l'australopithèque. Alors, certains ont écrit dans le même papier que ça pouvait être éventuellement un mâle très grand d'un Australopithecus afarensis, mais ce n'était pas confirmé, ou bien c'était une autre espèce. Donc voilà où on en est aujourd'hui à Lightly, et ça date de 2019, donc c'est vraiment très récent. Alors j'espère que les collègues vont continuer à travailler, et surtout travailler sur des empreintes de pas qui ne sont pas faites sur des plans, mais qui sont faites sur des surfaces gluantes, moins gluantes, pentues ou pas pentues, parce que votre empreinte, elle prend toutes les morphologies que vous voulez, qu'elles peuvent prendre pour se stabiliser. Et ça, souvent, ce n'est pas fait. Et je pense que là, il y a vraiment un gros travail anatomique à faire pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension des empreintes de pas fossiles. Alors, autre problème, qui n'est pas un problème, qui est une question. Vorontsomilé, dont on a parlé tout à l'heure, vers 3,6 millions d'années, a été découvert d'abord un pied, vous le verrez juste après, mais surtout, tiens, j'ai une légende qui a sauté, mais surtout un squelette partiel que vous avez en haut. Non, il n'en veut pas, il ne veut plus. Ah non, il ne veut plus, il veut plus. En haut à droite, et qui a une très belle omoplate. Ce squelette, il est très grand. C'est un être qui est trop grand, 1,50 m, 1,65 m. Ah oui, je ne vous ai pas dit que Lucie, elle mesurait 1,05 m, pour les plus gros, 1,20 m, 25 m. Donc là, on est vraiment très au-delà. Alors, certains disent, ça ne peut pas être un australopithèque, c'est trop grand. Mais est-ce qu'on connaît toute la variabilité des australopithèques? Alors ça peut être peut-être une autre espèce d'australopithèque, tout simplement. Peut-être parce que c'est un homme très ancien. Là aussi, il y a débat. Et pour l'instant, bien, les collègues qui ont travaillé sur cette question n'ont pas conclu encore. Et ça, c'est aussi très récent, 2021, quelque chose comme ça. Donc, il faut laisser le temps au temps en paléontologie, dans le passé et dans le travail, dans l'avenir. Donc, voilà le problème de Vorontsomilé. Mais à Vorontsomilé a été aussi trouvé un pied. Et là encore, rebolote. Le pied, ce n'est pas un pied comme on peut le voir chez Lucie. Lucie, elle n'a pas un pied aussi divergent. On connaît une ou deux phalanges de pieds, et chez les afarensis, on en a plusieurs. Et on sait que même si le gros orteil a été légèrement divergent,
Ce n'est pas un gros orteil de chimpanzé, ce n'est pas un gros orteil préhensile. Or là, on s'aperçoit bien que le gros orteil, il est quand même un petit peu décalé. Alors, conclusion des auteurs, eh bien, c'est Haïlé Sélassié à Cleveland qui propose ça, qu'en fait, il suppose que ce pied, d'après l'étude qu'ils en font, il est plus proche de l'Ardipithèque, avec un gros orteil divergent, mais encore plus divergent chez l'Ardipithèque, et que ce serait un descendant de l'Ardipithèque. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de questions qui sont posées à partir de quelques os. Mais c'est important parce que la chose que ça montre, c'est qu'il y a une très grande diversité des faunes hominidées de l'époque. On a tendance à vous vendre clé en main ces grandes fresques où on a des hominoïdes miocènes, on a un Australopithèque afarensis, un Australopithèque robuste, un erectus, un néandertalien, un homme moderne, et tout ça, ça fait une jolie fresque. Mais en fait, c'est complètement faux, c'est des séries de buissonnements de diversité à chaque époque, à chaque crise géologique, paléontologique, vous avez des diversifications, et il se peut même que certains de ces ancêtres ne soient pas de vrais ancêtres, c'est peut-être des branches mortes, et pour l'instant, on n'a pas la solution. Et Coppens savait, quand il parlait de Lucie, il disait « Oui, on dit que c'est notre grand-mère, mais c'est peut-être bien une grande-tante ». Et il avait tout à fait raison, je suis entièrement d'accord avec lui. Ça, c'est tout à fait cohérent avec le paysage actuel de la paléodiversité, biodiversité des hominidés de l'époque. Alors maintenant, j'ai encore un peu de temps. 5 minutes, bah c'est bon, ça va le faire. Si la machine veut bien me donner vie. Voilà. Ah non. Ah non. Bon, il ne veut pas. Ah oui, si, je sais pourquoi j'ai mis cette photo. Pardon, excusez-moi, c'est moi qui perds la tête, c'est autre chose. Oui, j'ai remis cette photo parce que Lucie a été vraiment et est toujours une mascotte de la paléontologie humaine. Mais il faut savoir qu'elle a été trouvée après l'enfant de Tang, dont on fête l'anniversaire de la découverte aussi cette année. Le premier Australopithèque a été découvert en Afrique australe, dans le Bechuanaland, en 1924. Donc 50 ans après, on trouvait Lucie, et là, on est 50 ans après Lucie. Et ça, c'est vraiment des anniversaires marqueurs dans l'histoire de notre discipline. Et après Lucie, la même année que Lucie, a été trouvée une dent au Kenya, dans la formation de l'Ekeino. C'était en 1974, à l'automne 1974. Mais c'était une molaire. Et cette molaire, elle n'a pas fait la carrière médiatique de Lucie. Une molaire contre un squelette, il n'y a pas photo. Le squelette, il a fait une belle carrière médiatique. Mais on est retourné sur les sites et on a trouvé le reste en 2000. Et on a trouvé cet être qui est à la fois bipède et grimpeur dans les arbres, Alukeino, qui n'est pas un Australopithèque, c'est une autre forme, peut-être une forme ancestrale à Lucie, peut-être une forme de diversité de l'époque, mais ça veut dire que plus on creuse, plus on va trouver, et plus on va trouver, moins on va comprendre. Là, pour l'instant, il faut remettre tout sur le tapis et qu'on y aille de manière très claire, sans idée préconçue. Parce que ça, c'est vraiment le gros danger en paléontologie humaine. Alors, juste 2 mots d'environnement pour terminer. Les premières reconstitutions de Lucie, vous les avez en haut à gauche. On la faisait monter dans un acacia. Là, c'était en 82, ce que vous avez en haut là, ou 79. Enfin, c'est dans ces eaux-là, à peu près. Alors, la pauvre Lucie, qui était censée être arboricole, elle se tapait les acacias avec des épines comme ça. Et voilà, Lucie arboricole. Puis, petit à petit, les travaux sur les adaptations à la locomotion arboricole ont été développés. Et petit à petit, on a vu apparaître quelques arbres, jusqu'en 2000 dans le Geo-Deutschland, où on a vu quasiment Lucie dans les arbres. Donc vous voyez, il y a aussi des idées préconçues, il y a des idées d'artistes, et j'étais vraiment ravie d'entendre Raymonde ce matin, parce qu'elle nous a dit que l'environnement, il y avait quand même quelques arbres dans cet environnement. Et il y a des forêts. Donc, parce que moi, ce qui me gênait à l'époque, c'est de trouver un animal qui était censé grimper aux arbres. S'il n'y avait pas d'arbres, ça faisait des ordres quand même. Et j'avoue, j'étais très très heureuse de lire les travaux de Raymonde, parce qu'on sait qu'il y a de l'arbre aujourd'hui, et donc ce n'est pas incohérent avec les données que l'on a sur le squelette de Lucie. Alors voilà d'autres reconstitutions qui ont été faites par la suite. Alors vous voyez, maintenant, Lucie, elle est à l'aise dans sa forêt. Et alors, ce qui est très drôle, vous allez voir l'establishment. C'est vicieux, mais
En 1996, pardon, on avait un grand congrès paléontologique en Italie. Et le collègue me téléphone de Bologne en me disant « Oh, je voudrais faire une affiche autour de la locomotion. Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui envoie des idées. Je dis « Ce serait bien de la mettre dans les arbres. » Parce que c'est en partie dans les arbres, en tout cas, parce qu'on a de l'évidence maintenant. Eh bien, il l'a bien mise dans les arbres, mais il n'a pas osé aller aussi loin. Il est obligé de la remettre au sol pour qu'elle se redresse, parce que c'était plus cohérent avec l'establishment de l'époque. Et ça, c'est dommage. Mais l'idée a commencé à faire son chemin à ce moment-là. Et aujourd'hui, on l'a dans les livres des écoliers, on voit Lucie qui, quand même, on la met de temps en temps, quand même, dans les arbres et au sol. Et sa bipédie, elle peut avoir été au sol, comme elle peut avoir été dans les arbres sur des grosses branches. Ce n'est pas incompatible du tout. Après, il faut étudier ça de manière plus précise, faire marcher des gens, oui, dans les arbres, parce que Lucie n'a pas les proportions humaines. Elle a le membre supérieur un peu plus long que le nôtre par rapport au membre inférieur, mais ce n'est pas un chimpanzé. Elle n'a pas les membres supérieurs aussi longs qu'un chimpanzé. Donc forcément, elle ne grimpe pas comme un chimpanzé et elle ne marche pas comme un homme. Et c'est là toute la subtilité du travail. Alors pour terminer, je vous dirais qu'il y a de nombreuses études mécaniques, anatomiques, fonctionnelles, paléontologiques, qui montrent que les australopithèques de Lafar et de leurs congénères étaient bien bipèdes. Ça, personne ne remet ça en cause. Mais ils étaient aussi capables d'activités de grimper dans les arbres. Et le milieu boisé et ou forestier a donc pu jouer un rôle alimentaire. Vous allez manger les fruits, vous allez manger un certain nombre de choses, vous allez pouvoir manger aussi des insectes, vous allez manger un tas de choses. Mais l'arbre est aussi un élément protecteur. Alors je sais bien que chez les chimpanzés actuels, notamment en Tanzanie, quand il y a après la saison des pluies où il y a beaucoup d'herbes, quelquefois ils font leur nid dans l'herbe parce qu'ils sont cachés par les hautes herbes. C'est des collègues américains qui ont publié ça il y a 4-5 ans. Ils ont vu ça en Tanzanie, ils l'ont publié. Moi je pense que l'arbre a été quand même fondateur pour les nids, pour mettre les nids, pour avoir une protection contre les grands carnivores. Ça paraît faire sens au niveau comportemental. Et il n'y avait certainement pas une seule forme de bipédie, il y avait certainement plusieurs formes de bipédie, en fonction qu'on était plus bipède, plus arboricole, en fonction des milieux. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit ce matin, Raymond, c'est qu'il n'était pas uniforme, ce milieu. Il y avait certainement plein de petites niches écologiques, des endroits un peu plus forestiers, d'autres un peu moins forestiers. Et ils se sont adaptés à leur niche avec leurs propres proportions. Donc il y a certainement un tas de déviants de bipédie de notre type ou de la bipédie d'un chimpanzé qui est plus occasionnelle, et que c'est ce qui nous aide aussi à comprendre la paléobiodiversité. Et c'est ce que je voulais dire, ça tombe bien. Et qu'en fait, au cours des 50 dernières années, eh bien, on commence à reconnaître une diversité très importante chez les australopithèques. Alors, j'ai une décharge dans la main, là. Alors, la dernière chose, et puis je m'arrêterai là, juste pour dire que depuis quelques années, je regarde un peu ces problèmes. Alors, je ne suis pas botaniste, il y a des gens qui font ça très très bien, mais je lis beaucoup de rapports sur l'évolution des faunes dans des parcs nationaux dans plusieurs pays africains. Alors, notamment, j'ai regardé l'Angola, la Namibie, la Tanzanie, le Mozambique, etc. Alors, c'est très aride parce qu'il y a plein de données administratives dont je n'ai rien à faire pour trouver 2 lignes, par exemple, sur le type d'environnement. Et il y a un environnement qui me paraît intéressant. Je ne dis pas que c'est l'environnement, mais c'est un environnement plausible, en tout cas probable. Ce sont les miombo africains, dans lesquels les arbres sont en général des troncs verticaux et sont éloignés les uns des autres. Ce qui fait que quand vous voulez passer d'un arbre à l'autre, vous ne pouvez pas sauter parce que vous n'avez pas assez de puissance pour sauter. Et pour passer de l'un à l'autre, vous êtes obligé de descendre au sol. Et si vous êtes déjà grimpeur et arboricole, en venant au sol, vous avez 2 options. Ou vous vous mettez sur 4 pattes, ou vous restez sur 2 pattes. Mais se mettre sur 4 pattes, ça nécessite une transformation globale de votre squelette pour le remettre dans une forme érigée.
Et ça ne paraît pas très, très plausible. Donc, je regarde actuellement, je suis en train de faire le recensement des types de faune que l'on trouve dans ces environnements. Et j'ai été très heureuse quand j'ai lu ton papier de 2010, quand tu as dit que tu en avais trouvé et qu'il y avait peut-être des exemples en Éthiopie à 10 millions d'années. Parce que c'est des périodes importantes pour la grande divergence entre les grands singes et l'homme. Et ces myombos qu'on voit maintenant en Afrique australe jusqu'à la Tanzanie aujourd'hui, eh bien, ils étaient peut-être plus répandus et ça a peut-être été des milieux fédérateurs, en tout cas originels pour une forme de marche sur deux pattes. Voilà, je crois que c'est tout. Mais non, à chaque fois je tape dessus, maintenant j'ai des... Ah non, ça c'est rien du tout. Ça on oublie. Je voudrais l'oublier, mais il ne veut pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dire que d'abord, c'était un grand bonheur de travailler sur la locomotion de Lucie et dans les conditions où je l'ai faite grâce à Yves Coppens et à Maurice Taïeb. Et je voudrais surtout vous dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Alors, on se donne rendez-vous dans 50 ans pour le prochain anniversaire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Cette fois, je montais ton nom. J'ai un mauvais fluide, je te sais. Ah oui. Oui. Oui, merci bien. Sur la diapo qui montrait le squelette partiel de Woronzow Millet, il n'y a pas eu de travail de comparaison. On ne sait pas s'il y a des caractères liés au grimpé ou pas. Parce qu'il y a aussi Alors, moi, quand je regarde l'humérus, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, mais je n'ai pas vu l'original. Donc, je ne me prononçais pas. Mais Jean Renaud m'a invité à venir en Éthiopie voir le matériel publié. Donc là, maintenant, il faut que je trouve un créneau pour y aller. Mais dès que je peux y aller, je vais voir, parce que ça m'intrigue beaucoup. Puis je voudrais voir l'Ardipithèque aussi, que je n'ai pas encore vu. J'ai vu que des moulages, je n'ai pas vu l'original. Alors, je ne prends pas position en général quand je ne vois pas le matériel. C'est pour ça que j'ai bien dit que c'était les auteurs qui arrivaient à cette conclusion, parce que je n'ai pas vu l'original. Mais il y a des choses qui me semblent un peu... je sens des choses, mais j'ai besoin de voir. Donc, vous me permettrez de ne pas vous dire ce que j'en pense exactement aujourd'hui. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Si vous arrivez à revenir sur le slide sur le fémur, qui était un peu au début. Vous voulez ma mort, là. C'est toi qui va prendre les essais de ça. C'est avant, je crois. Non, après. C'est forcément après. Celui d'après. Là ? Oui, celui-ci. Oui. Donc, celui du milieu, c'est donc Lucie. Oui. Et vous n'avez pas mis la ligne pointillée qui, j'imagine, non, représente... la pointillée, elle sera plus proche de celle de l'homme, parce qu'en fait, Lucie, elle est encore plus inclinée que l'homme. Oui, je ne voulais pas rentrer dans les détails, j'ai eu peur, ça va même loin, parce que son bassin, il est encore plus large que l'homme. Donc, elle est encore plus inclinée que l'homme. Donc, son centre de gravité, il passerait plutôt par ici. D'accord. Donc, voilà. Beaucoup plus proche de l'homme. Oui, donc. Plus proche de l'homme. Ah, oui. Oui, son fémur, il est vraiment incliné, et il est très fortement incliné. Et il compense l'élargissement très fort du bassin. Là, c'est un problème de mécanique. Le centre de gravité, il passe dans un polygone de sustentation où vous devez être toujours en équilibre. Et si vous écartez trop, l'équilibre, il n'est pas toujours équilibré. Et là, avec son fémur très incliné, son bassin très large, le centre de gravité, il était dans un polygone qui devait être un peu plus large que chez l'homme. Donc, ce qui supporte aussi, éventuellement, une marche différente de celle de l'homme. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Il y a une autre question devant. Vous parliez du bassin de Lucie. Il y a quelques années, on a dit que Lucie était un homme. Alors, qu'en est-il parce Mon que collègue suisse, il l'a même appelé Lucifer, vous voyez. Non, mais parce que vous disiez que le bassin était plus large. Alors, comment peut-on... Non, attendez, pour un homme et une femme, c'est pas ici, oui, c'est en bas que ça se passe. Donc là, c'est cette partie-là qui est plus large, hein, en bas. Non, ce qui se passe, c'est que Lucie, si elle grimpait aux arbres, ce que je pense est valide, ça suppose qu'elle a une branche pubienne du bassin beaucoup plus longue. Et sur cette branche pubienne s'insèrent à la fois des muscles liés à la bipédie et des muscles liés au grimpé.
Donc, c'est pas ça qui va nous dire vraiment si c'est un homme ou une femme. Mais le problème, c'est qu'on a vu qu'il y avait ces caractères un peu bizarres. On dit, mais ça, on a ça chez un homme aussi, donc ça doit être un homme. Mais non, c'est juste les caractères, c'est un caractère d'adaptation au grimper, parce que c'est le muscle obturateur qui, en fait, rapproche, avant de me casser la figure, qui rapproche la jambe de l'axe du corps. Et quand il grimpe, il a besoin de faire ça, parce que s'il garde les jambes très écartées quand vous grimpez, ça ne le fait pas. Il faut pouvoir les rapprocher pour se stabiliser. Et donc, ce muscle, il y a deux fonctions. En fait, c'est lié à la bipédie, mais lié aussi au muscle obturateur, au grimper. C'est pour ça qu'il y a eu une confusion à un moment, parce qu'il y a ceux qui ne parlaient que de la locomotion, ceux qui parlaient que du sexe, et ceux qui parlaient de la parturition. Donc ça a été un peu... Oui, c'était dans les années 89-90 qu'on en a parlé. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité, voilà. Et pour compléter pour la parturition, demain il y a un atelier sur la parturition fait par Pierre Frémondière, qui est sage-femme à Marseille et qui a fait des modélisations de l'accouchement des apharensis. Est-ce qu'il y a une autre petite question ? Brigitte, ça n'est pas une question. Merci pour tous ces détails anatomiques qui sont fascinants. C'est les arbres. Souvent, on avait dit, mais il y a plein de fossiles à Dars où il y a des bois fossiles. Alors, beaucoup ne sont pas étudiés. En fait, les structures ne sont pas très bien conservées. Mais dans la vallée de l'Homo, j'ai repris avec une spécialiste qui s'appelle Marie-Claude Sade. Et c'est très intéressant parce que vers 3,4 millions d'années, les arbres qui sont là, alors c'est pas encore du miombo, c'est pas vraiment du miombo, mais ce sont quand même des grands arbres tout droits. Alors bon, dans l'Homo... Je ne vais pas savoir comme tu fais plaisir, j'ai bien fait de venir, ça me fait vraiment plaisir. Oui. Voilà, en tout cas d'une pluviosité plus importante. Donc il y a du travail à faire sur cette anatomie des bois plus approfondie pour essayer de préciser un peu ces environnements. Mais justement, pas très loin, j'ai retrouvé une photo, pas très loin du site de Lucie, il y a plein de bois fossiles au sol. Oui. Mais moi, ce que tu dis me réconforte parce que quelquefois, je passe pour une illuminée parce que j'essaie de... les gens qui font de l'anatomie, ils ne travaillent que sur l'anatomie, ils ne veulent pas voir ce qu'il y a autour. Mais l'anatomie, c'est une fonction dans un milieu. Si tu ne tiens pas compte du milieu... Si tu ne tiens pas compte du milieu, ça pose un réel problème pour les interprétations évolutives. Oui. Alors en tenant compte du milieu, justement, cette existence du marécage d'eau douce à roseaux et tout ça, tu sais qu'il y avait une théorie à un moment donné qui a dit que... Les tombées de l'arbre, c'est ça ? Non. Ah non, là il y a les chutes des arbres, mais il y avait l'acquisition de la bipédie en marchant dans de l'eau. Ah oui, alors, ça c'est encore une autre histoire. Ça c'est le travail de Carsten Nimitz en Allemagne. Oui, je connais bien la théorie de Carsten. Alors... Et puis il y a l'autre théorie aquatique, bon, ça va nous emmener à des heures, là, si je commence à parler de ça, ça va être très long. Il y a plusieurs théories aquatiques en fait. Il y a la théorie aquatique des Hollandais qui te disent que la bipédie, elle est née dans l'eau. Et puis tu as ceux comme Carsten qui disent, mais en fait, en bord de plage, alors il a été photographié tous les Allemands qui allaient l'été à la plage pour voir comment ils marchaient. Et ils se sont aperçus que quand ils marchent à la plage, ils vont souvent marcher au bord de l'eau. Donc pour lui, c'est au bord de l'eau qu'on a pu commencer à marcher de pattes. Mais en fait, les chimpanzés, ils peuvent marcher dans l'eau, mais très rarement. Quand ils traversent des bras d'eau, ils utilisent des bâtons. Les orang-outans, ils font pareil à Bornéo. Ils traversent avec des bâtons. Donc, ils peuvent aller dans l'eau, mais pas pour de longues périodes. Moi, cette théorie de l'eau, ce qui me gêne, c'est que les caractères qu'ils prennent sont des caractères pseudo-évolutifs. Ce n'est pas des caractères vérifiés. Quand on voit les gisements, où tu vois où c'est fluvio-lacustre, où c'est fluviatile, ils sont déjà dans l'eau. Il y a des crocodiles, des hippopotames, mais ça ne veut pas dire que l'homme vivait au milieu des hippopotames dans l'eau. C'est ça qui... ce qu'ils mangent, c'est clair qu'ils vont peut-être manger de l'hippopotame, ils vont peut-être manger autre chose, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont vivre dans l'eau. Et alors, ce sont souvent des biologistes qui font ça, parce qu'ils récupèrent des idées, je dirais, keliennes quelque part, où ils vont prendre des données plus le nom m'échappe là tout de suite. De développement, si tu veux. Et puis ils disent, bah oui, c'est normal, on a une peau qui est comme ça parce qu'elle va être, elle est plus épaisse, elle est comme ci, elle est comme ça parce qu'elle va résister à l'eau, ne va pas pénétrer le corps. Enfin, il y a des trucs qui sont hallucinants.
Et c'est Verayon, c'est ça, parce qu'il m'a écrit encore il n'y a pas longtemps pour me dire « Ah oui, ce que vous dites, c'est intéressant, mais vous savez, moi je pense que… » Et en fait, il ramène tous les caractères que tu vois anatomiques, il trouve une fonction dans l'eau. Mais pour moi, ça ne colle pas avec les environnements terrestres qu'on a. C'est pour ça que je te posais la question sur les escargots, parce que les escargots terrestres, ils sont tellement importants pour les environnements. Si on trouve ça associé, on saura si c'était aride, pas aride, humide, et on aura même des températures. Parce que on l'a beaucoup utilisé, ça, en Ouganda, ça marche très très bien. C'est pour ça que… Donc ça, cette théorie de naissance dans l'eau, j'y crois pas vraiment. Celle où tu peux te balader un peu dans l'eau en bord de lac, moi je pense que tout le monde l'a fait automatiquement. Tous les animaux le font pour aller chercher de l'eau, tout simplement, pour boire, etc. Donc ça, c'est pas gênant. Mais c'est pas ce qui va les faire mettre debout, tu vois, en quelque sorte. Je pense que là, il y a autre chose qui est à la fois nerveux, qui est électrique, enfin, ça va au-delà. Et ce que je lis chez les gens qui parlent de la théorie aquatique, ça ne me convainc pas à la vue des fossiles que l'on a par ailleurs. Ça ne veut pas dire que j'ai plus raison qu'eux. Je ne suis pas convaincue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a parlé de la bipédie et des bipédies, Brigitte. Du coup, est-ce que ça veut dire… Non, moi j'avais une petite question… Enfin, j'ai des idées sur la réponse, mais je voulais ton point de vue. Oh, mais tu peux faire la réponse. Non, est-ce que ça veut dire que du coup, on envisage que c'est un caractère donc déjà présent chez l'ancêtre commun? Ah non, alors ça a été dit, mais alors les gens qui ont dit ça, ils n'ont jamais vu un fossile du Miocène. Ça, c'est clair, parce qu'au Miocène, on n'a aucun caractère pour le moment. Alors, ça a été dit sur certains dryopithèques européens, parce qu'on a des collègues qui supposent… Oui, non, mais si tu me fais repartir, on ne s'arrête plus là. Dans le Miocène, c'est-à-dire dans les périodes clés pour la divergence entre hommes et grands singes, on est dans une période qui va aux alentours de 10 millions d'années en gros. Et on a énormément de grands singes en Europe. À l'époque, dominoïdes, il y en a beaucoup en Europe, il y en a jusqu'en Chine, il y en a en France, il y en a en Italie, enfin il y en a pas en Thaïlande, oui, il y en a partout. Mais en Thaïlande, ils sont liés aux orang-outans ultérieurs. Et on a trouvé quelques fémurs récemment. Et il y a une théorie d'un collègue canadien qui relance périodiquement en disant en fait, les hommes, ils sont nés en Europe et ils ont migré vers l'Afrique après. Mais dans ces hypothèses, je me suis aperçue que dans toutes ces cartes paléogéographiques, tous les gisements africains, ils les supprimaient. Alors, c'est facile de dire on ne connaît rien en Afrique si on ne reconnaît pas les gisements. Et du coup, j'ai refait des cartes en remettant les gisements africains. Et du coup, on s'aperçoit que ce n'est pas plus l'Europe qu'autre chose. Ce qui est important, c'est qu'en Europe, il y a eu énormément d'hominoïdes. En Afrique, il y en a beaucoup moins, mais c'est plus diversifié. Parce qu'en Afrique, on en a au Niger, on en a au Tchad, on en a en Éthiopie, on en a au Kenya, on en a en Ouganda. Alors qu'en Europe, il y a moins de diversification. Il y en a beaucoup plus, mais moins diversifié. Donc ça pose un réel problème. Et moi, j'ai proposé il y a quelques années, je ne voulais pas en parler, mais c'est pour ça que je n'ai même pas mis la photo, tu vois, je l'ai supprimée. Mais comme ça peut apporter des éléments de réponse. Moi, je travaille depuis très longtemps sur le Miocène, donc une période qui va environ de 25 millions d'années jusqu'à 5-6 millions d'années. Et je me suis aperçue que, et avec les collègues, puis c'est un travail qu'on a fait avec l'équipe, c'est pas moi toute seule là, on a travaillé sur les gisements africains de l'époque. Et les gisements africains, ils ont des faunes tropicales, du sud au nord de l'Afrique. Et quand la calotte antarctique va se mettre en place, il y a des glaces qui vont être, les glaces vont envoyer des courants froids vers le nord. Et les ceintures climatiques vont monter vers le nord. Donc l'Afrique qui était tropicale va devenir plus tempérée et les tropiques vont se retrouver en France. On avait des grands singes en France, à Saint-Gaudens. Il y en a eu en Allemagne, il y en a eu en Angleterre, il y en a eu en Hongrie, jusqu'en Chine. Et là, ils se sont diversifiés. Et puis quand la calotte arctique s'est mise en place vers 10 millions d'années, petit à petit, les ceintures climatiques sont redescendues vers le sud. Et du coup, elles ont atteint les positions qu'elles ont aujourd'hui. Et les hominoïdes, ces grands singes fossiles qui vivaient en Eurasie, certains se sont repliés vers l'Asie du Sud-Est, dans les zones tropicales où on trouve les orang-outans, et les autres, où ils ont pu repartir en Afrique, où ils se sont éteints.
Parce que dans un climat tempéré, vous avez 4 saisons, l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Oui, ça fait mieux en ce sens-là. Et vous avez des périodes où vous vous alimentez de manière très, très précise. Dans un milieu tropical, vous pouvez manger toute l'année. Et peut-être que les femelles de ces hominoïdes n'ont pas pu se reproduire parce qu'elles avaient un problème physiologique d'alimentation. Et c'est probablement une des raisons, je ne dis pas que c'est la raison, mais c'est probablement un des éléments qui pourrait nous aider à comprendre qu'ils aient disparu d'Eurasie. Mais de là à dire qu'en disparaissant d'Eurasie, ce sont eux qui sont devenus les ancêtres de l'homme, ça fait quand même un pas qui est énorme au niveau évolutif. Surtout que maintenant, on connaît des chimpanzés fossiles au Niger, on connaît au Tchad. Alors au Tchad, on ne sait pas trop ce que c'est, on a encore cette discussion, donc on verra dans l'avenir. On a des gorilles fossiles en Éthiopie, on en a au Kenya, on a des chimpanzés fossiles aussi. Donc on commence, et puis on a Aurorine, qui est un des premiers hominidés, bipède, différent de Lucie, qui est plus humain et qui est là. Donc on sait qu'il y a une diversification en Afrique aussi. Donc, pour l'instant, il faut être très prudent. Et moi, la hypothèse que j'ai émise, c'est qu'en fait, les ancêtres, ils n'étaient ni en Afrique ni en Europe. Ils étaient dans une zone tropicale en cours de restriction vers l'Afrique. Et c'est dans cette zone qu'il faut chercher. Ce n'est pas dans un pays, c'est dans une zone à milieu tropical fossile. Alors, peut-être que j'ai tort. Peut-être que je vivrai assez longtemps pour voir si j'ai raison. Mais en tout cas, je continue à travailler dessus pour essayer de trouver des éléments dans les différents endroits où je travaille. Merci beaucoup pour ce complément. On va passer à la suite. Merci encore, Brigitte. On fait un...